Salut, je m'appelle William et si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'en général je parle d'écriture. Aujourd'hui, ou plutôt il y a des semaines de ça, parce que je suis à la bourre, je voulais vous parler des bouquins que j'ai lus en janvier. Mais je voulais pas que ce soit un bad book report, ça vous pouvez en trouver un petit peu n'importe où. Donc voilà ce que je vous propose. On va parler de mes lectures, et à chaque fois, on va chercher dans le bouquin quelque chose à apprendre sur l'écriture. Ça vous va? Vous n'avez pas vraiment le choix, c'est une vidéo. La Communauté du Marais de Mélanie Guillard, qui est sortie, si je ne dis pas de conneries, à la rentrée dernière. Ouais, septembre 2025. La Communauté du Marais, c'est une fantaisie animalière, c'est-à-dire un récit qui se passe dans un univers peuplé d'animaux qui sont vaguement anthropomorphisés. En l'occurrence, là, on va suivre les aventures d'une souris qui s'appelle Muet et qui va, avec sa colonie, devoir fuir sa cité à cause d'une crue. Ah, impossible pour moi de l'identifier là tout de suite. Donc on va avoir tout un périple semé d'embûches pour atteindre le phare auquel ils ont décidé de se réfugier. La fameuse Odyssée d'octobre du sous-titre. Le livre est un gros coup de cœur personnel, déjà il est super beau, puis il est tout illustré. Oh là là. Oh il y a une carte. Il y a une carte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a une carte du monde. Mais surtout on est sur un style d'écriture qui est vraiment agréable à la lecture, c'est très fluide, très riche aussi. L'univers avec la société des souris et un petit peu toute leur culture, tout ce qui tourne autour, est super tangible, mais il y a un autre truc qui est super tangible dans cette histoire-là, c'est la nature. Pour un récit qui est plutôt jeunesse, la nature elle est montrée de façon très brute, très froide, très réaliste. Elle est à la fois antagoniste et salvatrice. Globalement ça reflète complètement le ton du livre qui va mêler un petit peu cette douceur, celle de la communauté, à cette brutalité-là, celle de la nature. Si vous devez retenir une leçon de ce bouquin en tant qu'auteur, c'est sa façon de rendre son monde tangible. Et je vais beaucoup répéter ce mot. La technique de Mélanie Guillard, ça a été de mettre tous les éléments de son monde en interaction constante. La crue qui est au centre du récit, c'est pas juste une pression scénaristique abstraite. Elle va complètement modifier l'environnement des personnages. L'environnement, il va affecter les souris, mais aussi leurs prédateurs. Les prédateurs, ils vont affecter les souris et leur culture, leur technologie, leur stratégie de combat et de voyage. Et ça affecte la façon dont les souris vont réagir et s'adapter à la crue. Tout est constamment connecté et ça donne un monde qui est vraiment palpable, quoi. Tangible. Les Orphelins Baudelaire de Léonie Snicket. Si vous avez raté la saga des Orphelins Baudelaire dans les années 2000 et que vous êtes passé à côté des adaptations en série et en film, c'est grosso modo une série de romans qui joue sur les codes de la littérature jeunesse en nous proposant des protagonistes qui ont une poisse monumentale. C'est sombre, c'est drôle et c'est aussi connu pour être bourré de codes et énigmes en tout genre. Alors contexte, en fin d'année dernière, je me suis un petit peu lancé dans un marathon Baudelaire, donc en janvier, j'étais sur les tomes 5 à 9. Ouais, c'est ça. Donc là, j'étais un petit peu au milieu de la saga, vous allez prendre le train en cours de route, c'est pas grave, mais comme je suis quelqu'un de sympathique, je vais vous donner mon avis succinct sur les premiers volumes. Le 1 est cool, le 2 est le meilleur de la saga jusqu'ici, le 3 est et le 4 est vraiment bon. Maintenant, mon avis moins succinct sur les volumes que j'ai lus le mois dernier, et 2-3 petits trucs qu'on peut en tirer. Le tome 5, Piège au collège. C'est l'épisode qui casse un peu la recette des premiers volumes. Il est cool. Quand on écrit un récit en plusieurs parties, que ce soit des tomes ou des unités plus courtes, c'est important de pas tomber dans le piège de répéter la même formule tout le temps. Le tome 6, Ascenseur pour la peur. Pour la première fois de la série, on a une histoire qui s'étend sur plusieurs volumes avec des personnages qui sont récurrents ou alors qui vont le devenir. Il est cool, on commence à sentir un vrai sens de continuité et ça c'est crucial quand on est sur une histoire qui s'étend sur plusieurs volumes. Le tome 7, L'Arbre au corbeau. C'est la conclusion de ce que je vais appeler l'arc Baudra. On a un de mes tuteurs préférés de la saga et c'est l'épisode qui marque vraiment le début de l'indépendance des Baudelaire. S'il doit y avoir un point charnière dans la série, c'est la fin du tome 7. Qui est cool. Le tome 8, Panique à la clinique. C'est un des épisodes qui fonctionne le mieux pour moi. On a certains des événements les plus sombres et glauques de la saga, et en même temps on commence à faire des avancées massives sur le fil rouge de l'histoire. Et tome 9, La Fête Féroce, il m'a un petit peu laissé sur ma faim, sans mauvais jeu de mots. On avait l'occasion d'avoir un tome qui développe vraiment Olaf et le reste des antagonistes, et au lieu de ça, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot, et on avance même pas énormément sur le reste de l'intrigue non plus. Et on a un cliffhanger, le premier de la série, si je dis pas de conneries. Ce qui est pas un problème fondamentalement, mais qui m'emmerde moi personnellement, parce que c'était le dernier volume des Orphelins Baudelaire que je lisais en janvier, parce que j'avais d'autres trucs à lire et qu'il fallait que je fasse une pause. S'il y a une leçon à tirer de ce volume-là, c'est adaptez-vous à mon planning de lecture. Merci. Le deuxième volume des Annales du Disque Monde, le 8e Sortilège de Terry Pratchett. Ça va être court, si vous avez lu le premier volume, la 8e couleur, celui-là a les mêmes qualités, à savoir l'humour, la fantaisie ultra délirante, les personnages qui sont
Je peux même pas appeler ça vraiment des parodies, c'est plus des refontes complètes des archétypes du genre. J'aurais même tendance à dire que le deuxième volume est un poil meilleur que le premier, et ça parce que on abandonne la structure un petit peu épisodique du premier volume, et on a une grosse histoire. Même si on a toujours un petit peu un feeling d'arc qui s'enchaîne, je trouve que ça rend la chose plus fluide. Donc quand vous écrivez un livre, pensez à la structure du récit. Un livre est égal une histoire, est égal un point de vue, ça semble un petit peu une évidence dit comme ça, mais en vrai, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec la forme de votre livre. Ça peut être une suite d'histoires courtes, ça peut être un livre scindé en 2 parties, ça peut être un enchaînement de points de vue différents, ou même les mêmes événements de différents points de vue. Bref, vous avez sûrement plus d'options que vous ne le pensez. Et enfin, le Horla de Guy de Maupassant, que j'ai ici dans une édition toute dégueulasse. Carrez-moi ça, c'est... Ah. Première chose à savoir, parce que moi je l'ignorais jusqu'au mois dernier, le Horla est un texte plutôt court, c'est une nouvelle qui fait une quarantaine, cinquantaine de pages. Si ça vous parle que de nom, on est sur un grand classique de la littérature gothique, fantastique, et c'est ce que je vais appeler une nouvelle à concept. Et en l'occurrence, le concept, ça va être de suivre un personnage qui se pense hanté par une entité qui le dépasse, et qui va devenir au fil du récit de plus en plus présente et même oppressante. Toute la question, ça va être de savoir si le personnage est vraiment hanté ou s'il est juste en train de sombrer dans la folie. Et, spoiler, si vous attendez une réponse claire et nette, vous allez être déçu. En fait, je crois que le Horla, c'est la première instance d'un truc qu'en fiction on appelle le narrateur non fiable. Alors stop, je dis de la merde, parce que rien qu'en voyant mes rushs, je me suis souvenu du Telltale Heart de Beau, qui est plus vieux que le Horla, et on peut sûrement encore trouver d'autres exemples. Bref, le narrateur non fiable. C'est l'idée qu'un récit puisse être narré du point de vue d'un personnage qui ment ou, pire, qui se trompe. C'est surtout utilisé dans les histoires qui traitent de folie ou de déclin mental de façon plus générale, mais ça peut aussi tout simplement servir à approfondir un petit peu le personnage du narrateur. Et surtout, ça donne au lecteur un rôle vraiment actif dans l'histoire parce qu'il va devoir tout le temps rester sur ses gardes et prendre du recul sur ce qu'on lui raconte. C'est un super outil narratif et vous savez quel autre bouquin l'utilise ? Les Orphelins Baudelaire. On y reviendra. Et voilà pour les lectures de janvier. J'espère que la vidéo des lectures de février arrivera un petit peu plus vite. Comme je le disais, là je suis un petit peu à la bourre. J'ai été un petit peu pris par la sortie prochaine d'un certain bouquin. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez lu certains de ces bouquins, je serais super curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et là-dessus, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Abonnement, pouce, cloche, partage.